Merci de regarder Africa sur les télévisions et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont du mal à mettre en œuvre leur plan de relance dû au fait que les engagements pris dans ce sens aux États-Unis et en Europe prennent du temps à se matérialiser. C'est ce que rappelle le président Alpha Condé cette semaine à ses homologues du fleuve du Mano à l'occasion de l'ouverture des travaux du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Un reportage d'Alpha Omar Diallo rendu en studio par Dianka Sissi. Le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement du fleuve Mano s'est tenu à Conakry au lendemain du passage dévastateur de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. 2 ans après les pays touchés, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria peinent toujours à se relever aussi bien au plan social qu'économique. La faute au retard accusé dans la mise en œuvre des promesses faites en 2015 à Bruxelles, Washington et New York a fait remarquer le président Alpha Condé. Ce sommet du fleuve Mano devra donc se pencher sur cette question afin de relever les défis. Ce 24e sommet devra nous permettre de faire le point sur la mobilisation des ressources et d'étudier les voies et moyens pour lever les contraintes et obstacles en vue de la mise en œuvre de ce plan. Il reste bien entendu que la reconstruction de nos économies incombe fondamentalement à nos États respectifs et dans le cadre solidaire de l'Union du fleuve Mano en particulier et de l'intégration africaine en général. C'est dans cet esprit que je voudrais rappeler que les actes prioritaires du plan de relance portent essentiellement sur la reconstruction de nos systèmes de santé et des infrastructures physiques fortement dégradées. L'épineux phénomène du terrorisme n'est pas resté à marge lors de l'ouverture des travaux. La Côte d'Ivoire a subi une attaque terroriste en mars 2016. Pour mettre donc l'espace Mano à l'abri de toute agression extrémiste, le représentant de Alassane Ouattara à cette rencontre a appelé à plus de coopération. Le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du fleuve Mano à travers la mise en commun de nos moyens doit guider toutes les actions, notamment en ce qui concerne la sécurisation de notre espace communautaire. C'est seulement à ce prix que nos États pourront poursuivre la marche vers le développement économique et social en faveur de leurs populations respectives. L'examen du cadre institutionnel et la restructuration du secrétariat général de l'organisation étaient aussi inscrits dans l'agenda de ce 24e sommet. La Guinée vers l'organisation des élections communales et communautaires en octobre 2016. L'institution électorale vient d'entamer à cet effet une série d'activités liées notamment à l'actualisation de la cartographie des bureaux de vote. Cette semaine, les membres de la CENI ont conféré avec des membres des partis politiques et sociétés civiles. Objectif, leur expliquer les bien fondés de ces opérations. Sayo Kourma. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, de plein pied dans l'organisation des futures élections locales dans le pays. Ramener au niveau... Devant les délégués des partis politiques et membres de la société civile, les commissaires de l'organe électoral songent sur comment assurer la fluidité le jour du vote et éviter la délocalisation des électeurs. Parmi ces opérations, la question d'endosser les bureaux de vote au niveau des secteurs et non des quartiers se pose. Chaque bureau de vote doit correspondre à 1 ou 2 secteurs. Vous allez voir des secteurs qui ont 2000 électeurs, comme dans les zones urbaines. Ces secteurs-là vont peut-être avoir 4 à 5 bureaux de vote. Il faudrait qu'il y ait une liaison entre ces bureaux de vote et ces secteurs pour qu'on comprenne que ces bureaux relèvent effectivement de ces secteurs. Donc nous voulons descendre dans notre découpage au plus bas niveau, c'est le secteur. Cette démarche est donc la toute première mission pérenne que l'institution entend mener dans le cadre de l'actualisation du découpage, puis suivra l'activité d'identification des centres de vote. Il y a des bureaux de vote qu'on installe, c'est implanté dans la rue, c'est implanté à la Belle Étoile, et il y a les intempéries, il y a la pluie, et parfois il faut mobiliser les moyens pour mettre les bâches, ainsi de suite. Nous allons donner des fiches aussi pour identifier des centres de vote, c'est-à-dire des écoles, des postes de santé et même parfois des permanences qu'on connaît dans nos villages. On va désigner, à l'absence de tout ce que j'ai cité, d'espaces appropriés pour abriter un centre de vote, nous allons désigner
cet espace-là pour regrouper l'ensemble des bureaux de vote de ce village, si ça permet d'être regroupé. Toutes ces opérations concourent à la réalisation du projet de chronogramme proposé par l'institution électorale et à la CENI, on affiche l'optimisme. Nous avons positionné la date de la période d'octobre comme étant la période dans laquelle nous allons organiser les élections locales. Donc je crois que la CENI reste derrière cette date-là et nous sommes en train de dérouler les activités de manière totalement fluide et aérée, de nature à ce que ce délai qui avait été positionné, que nous puissions le respecter. Au cas où nous avons des difficultés d'ordre technique ou financier, je crois que la CENI reviendra le moment venu pour faire le point sur ces questions-là. L'organe en charge des élections en Guinée sollicite l'implication des partis politiques et sociétés civiles pour la réussite de ces opérations qui débutent très prochainement à travers le pays. Signature cette semaine à Conakry d'un accord de partenariat entre la Guinée et la Banque mondiale. Le pays a bénéficié d'un appui substantiel de cette institution de Bretton Woods à hauteur de 40 millions de dollars. Ce programme d'appui vise à accompagner la Guinée dans la relance post-Ebola à travers la promotion du secteur porteur de croissance. Saloum Kondé. Selon les spécialistes, l'économie guinéenne a souffert de plusieurs chocs au cours des années passées, notamment l'épidémie d'Ebola et la baisse des prix des matières premières. C'est pour donc pallier à ces difficultés que la Banque mondiale a décidé d'accompagner les efforts du gouvernement. Cet appui financier devra promouvoir des secteurs prioritaires. Ce programme d'appui vise à vous appuyer dans la relance post-Ebola par la promotion des réformes dans des secteurs aussi importants que sont l'agriculture, la santé, l'énergie, les mines, mais aussi les finances publiques et l'audit interne. La Banque mondiale soutient de manière résolue le gouvernement dans son objectif de transformer le potentiel important du pays en termes de résultats qui permettent d'améliorer de manière graduelle les conditions de vie des Guinéennes et des Guinéens. Pour la ministre de l'économie et des finances Malado Kaba, ce programme d'accompagnement est rendu possible grâce à la mise en œuvre des réformes dans divers domaines. Cet appui concrétise des progrès qui ont été réalisés par le gouvernement. Mais nous ne devons pas nous arrêter là, bien sûr. Il s'agit également pour nous de poursuivre ces réformes de manière à pouvoir continuer à bénéficier d'appuis ultérieurs. Comme le représentant résident l'a mentionné, la Banque mondiale s'inscrit désormais dans une approche programmatique, c'est-à-dire une approche pluriannuelle qui nous permet également, je dirais, de mieux planifier nos actions et de mieux anticiper les différents aspects de la gestion budgétaire et macroéconomique. À en croire le représentant de la Banque mondiale, cet appui de 40 millions de dollars dont l'accord a été signé sera suivi par un autre dans les prochains mois. Avant la fin de la cérémonie, invite a été faite aux autorités à poursuivre les réformes. Intéressons-nous maintenant dans cette rétrospective de la semaine de la visite du directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement rural ivoirien en Guinée. Arrivé cette semaine même, Sidiki Sissi accompagné d'une équipe technique est en visite donc de travail dans la capitale guinéenne. Cette mission ivoirienne a rencontré cette semaine les cadres du département de l'agriculture. Objectif, parler de réformes et améliorer des insuffisances dans certains domaines agricoles en Guinée et peaufiner les relations bilatérales entre les deux pays. Moussa Sefa Kamara. Cette rencontre d'échange et de partage permettra d'améliorer les capacités des acteurs de certaines filières agricoles en Guinée, car le pays compte développer la production d'anacarde, d'huile de palme et de l'EVA. Pour ce faire, le département de l'agriculture guinéen veut profiter de l'expérience ivoirienne pour rendre performant ce secteur dans le pays. C'est une initiative salvatrice et je pense que ça va booster les producteurs, tous les acteurs, et ça va amener la Guinée à une indépendance économique et très rapide. Pour réussir ce pari, la bonne gouvernance et la gestion rationnelle des ressources sont les facteurs déterminants, précise la mission ivoirienne. Nous devons bâtir une agriculture qui soit durable et résiliente. Et quand on a cette conviction,
nous voulons mettre en place un certain nombre de réformes pour d'abord, épouser la bonne gouvernance et qui crée beaucoup plus de crédibilité et qui aussi facilite les relations avec les partenaires techniques et financiers. Au sortir de cette rencontre, la ministre de l'Agriculture tire les enseignements et entend refaire l'expérience de la Côte d'Ivoire. Là également, nous comptons profiter de l'expérience ivoirienne en termes d'encadrement, en termes de structuration des acteurs des filières, en termes des interprofessions qui nous ont réussi et aussi des pistes de financement innovants pour le secteur agricole. Ces deux pays ont largement échangé sur les résultats obtenus des filières de priorité ces dernières années, avant de se projeter les défis et les perspectives à venir. Restons dans le même cadre pour dire que l'axe de coopération Conakry-Abidjan se renforce et se consolide davantage. Une mission ivoirienne séjourne actuellement dans la capitale guinéenne. La délégation a échangé cette semaine avec les responsables des départements de la pêche et de l'élevage. Les débats ont porté essentiellement sur les secteurs du développement rural. Saloum Kondé. La Côte d'Ivoire est l'un des pays où l'agriculture est très développée, surtout dans les domaines de la culture du café et du cacao, des pratiques dans lesquelles la Guinée veut aujourd'hui s'évertuer, d'où la présence à Conakry de cette mission d'experts ivoiriens pour un échange. Cette journée de partage a abouti au renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le domaine rural en Guinée. Dans l'urgence, et on en a parlé tout à l'heure, il s'agit de relance de certaines filières, notamment la filière palmier à huile, café, cacao, et aussi l'anacarde. Vous êtes tous au courant de l'initiative présidentielle sur l'anacarde, toute chose que la Côte d'Ivoire sait faire, et également sur les axes de coopération à moyen et long terme. Voilà résumé ce que nous sommes en train de faire. La Côte d'Ivoire a pris une longueur d'avance sur la Guinée dans les domaines de la pêche et de l'agriculture. La mission ivoirienne s'engage à accompagner le pays dans le développement de ces différentes filières afin de favoriser le décollage économique de la Guinée. La Côte d'Ivoire doit pouvoir aider la Guinée à développer le secteur cacao, secteur café, secteur même anacarde, en mettant à la disposition donc de la Guinée des graines prégermées qui vont être mis dans des pépinières. Parlant de l'élevage et de la pêche, c'est la même chose presque, puisque nous devons aider la Guinée dans le domaine avicole et dans le domaine de la porciculture. Au terme de ces séances de travail, les deux parties vont élaborer un rapport final qui sera présenté aux deux chefs d'État. Une journée d'orientation et de sensibilisation s'est tenue cette semaine en faveur des sages-femmes contractuelles de Conakry et de l'intérieur du pays, initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec l'NFPA. La démarche vise à appuyer les structures sanitaires des zones rurales et réduire la mortalité infantile et néonatale dans le pays. Le compte rendu est signé Aïssata Fofana. Comparativement aux années antérieures, où l'indice du taux de mortalité néonatale indiquait près de 4000 décès maternels par an, la situation actuelle démontre que le ratio est passé à 724 pour 100 000 naissances vivantes. Avant l'an 2012, c'était à 980. On a fait une amélioration, on est à 724, mais même ça c'est très énorme. Cela veut dire quand on décompose, chaque jour, il y a au moins 8 femmes qui meurent de suite de complications de grossesse ou d'accouchement dans notre pays. C'est pour davantage réduire ces chiffres que le ministère de la Santé, en collaboration avec l'UNFPA, a procédé au recrutement de plus d'une centaine de sages-femmes pour couvrir les zones nécessiteuses. C'est un partenaire qui a accepté d'accompagner le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de son plan national de développement sanitaire en recrutant 140 sages-femmes et 3 médecins qui vont aller dans les zones rurales, les zones qui n'ont pas de personnel, des zones, des centres de santé reculés, des zones rurales de la Guinée forestière, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée. Ce recrutement, deuxième du genre, a pu, selon une ancienne recrue, prouver des résultats sur le terrain. On avait des difficultés, les femmes ne venaient pas
parce que le centre était très sale. Il n'y avait même pas le lit d'accouchement là-bas. Les femmes accouchaient sur la natte. Et depuis lors maintenant, avec FINEAP nous a doté des lits des malades, des lits d'accouchement. Ils ont envoyé des matériels, ils ont envoyé des médicaments, beaucoup de choses. Et le centre est fréquenté nuit au jour. Aujourd'hui donc, il était question d'orienter et de sensibiliser ces sages-femmes, mais aussi de procéder à la signature des contrats en vue de poursuivre les efforts de lutte contre la mortalité infantile et néonatale enclenchés par l'UNFPA et le ministère de tutelle. Nous avons pour mandat de faire en sorte que qu'aucune femme ne meure en donnant la vie, pour résumer les choses ainsi. Alors donc à travers cet appui au ministère de la Santé, nous avons voulu poursuivre ce que nous avons commencé ensemble avec le gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il y ait des ressources humaines de qualité qui soient déployées dans des structures de santé que nous avons identifiées et considérées comme particulièrement vulnérables. La tâche est ardue certes, mais pas impossible. Ces agents de santé promettent de veiller scrupuleusement sur le serment d'Hippocrate. Comment rassurer et protéger les populations guinéennes dans la consommation des eaux minérales qui non seulement se multiplient de façon exponentielle, mais aussi polluent l'environnement dans le pays? La situation préoccupe le ministère du Commerce cette semaine. Avec toutes les parties prenantes, le département a organisé une rencontre pour trouver des voies et moyens afin de réglementer ce secteur vital pour la consommation. Plus de précisions avec Diao Bachir. Il s'agit pour le département du commerce de trouver cette fois-ci de nouvelles approches qui permettront dans un bref délai de réglementer la production et la commercialisation des eaux minérales dans le pays. Pour le ministre Marc Yombuno, c'est donc une rencontre décisive qui s'annonce avec toutes les parties prenantes, d'où la nécessaire ouverture de cette concertation. Aujourd'hui, chaque citoyen qui a un peu de moyens implante son unité sans que l'autorité compétente ne soit associée. Et c'est ce qui nous amène à d'abord commencer une démarche d'interpellation, de concertation avec tous les acteurs, et pour qu'au finish, la réglementation soit de rigueur. Et donc, une fois que la réglementation est adoptée, on va passer à la réflexion. Après donc cette première phase avec les structures techniques, Marc Yombuno compte élargir son champ d'action. Il va rencontrer dans quelques jours les promoteurs et les producteurs des eaux minérales. La deuxième phase sera la rencontre avec les producteurs même de ces eaux dites minérales. Et nous allons les soumettre cette proposition de réglementation. Eux-mêmes, ils vont l'approfondir. Et enfin, nous allons proposer pour une décision une réglementation qui va faire en sorte que les citoyens guinéens soient protégés à travers la consommation d'eau saine de très bonne qualité. Cette rencontre d'échange et de partage devra permettre à l'Office national de contrôle de qualité de parachever ses actions déjà engagées sur le terrain pour réglementer la commercialisation et la production des eaux minérales en Guinée. Selon des récentes enquêtes, plus de 275 unités de production des eaux ont été identifiées à travers le pays. Les services de sécurité, dans une logique d'amélioration de leur stratégie de communication, plusieurs policiers viennent de boucler 3 jours de formation en technique de communication et relations avec les médias. L'objectif est de positiver l'image des services de sécurité de la Guinée aussi bien au plan national qu'étranger. Le reportage de Alpha Omar Diallo est rendu en studio par Lee Mariam Bailo. Ces travaux ont été essentiellement axés autour de l'amélioration des messages des policiers à l'endroit du public de façon globale et en particulier des rapports avec la presse afin de promouvoir le dialogue avec la population et la culture de coproduction de sécurité. Les échanges ont permis de passer au peigne fin toutes les questions fâcheuses dans les relations entre les agents de sécurité et les hommes de médias. Les premiers ont pointé du doigt l'arrogance, la précipitation, la partialité des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que ces derniers ont dénoncé les limites intellectuelles, la mauvaise apparition, les raquettes et les faiblesses professionnelles des policiers. Que les gens comprennent que effectivement chacun d'entre eux a une image de l'autre et comment est-ce que chacun d'entre eux maintenant, d'un côté les médias et de l'autre côté les policiers peuvent travailler pour que l'image que l'autre a de moi
puisse être la plus positive possible. Et je crois que l'atelier, s'il permet à ce que ce cap-là soit franchi, c'est qu'on aura gagné. Certes, les deux corporations ont souvent des relations tendues sur le terrain, mais pour l'Union européenne qui finance le projet de police de proximité, chaque corps est utile à l'autre. Le couple police-média offre une relation complexe mais nécessaire. La police est une source d'information de premier ordre pour les médias, tandis que ces derniers constituent des vecteurs de transmission des messages de la police. Le département de la sécurité et de la protection civile est bien conscient des déficits de communication auxquels fait face la police nationale. Mais avec cet atelier, Dr Fodé Chapeau-Touré, conseiller spécial du ministre, pense que la courbe sera redressée. Je salue vivement cette initiative qui vient à point nommé pour sceller le partenariat entre les services de sécurité et les hommes de médias. Monsieur les cadres de police et de la protection civile, à ce jour, force est de reconnaître que la police nationale guinéenne souffre d'un manque de stratégie de communication fiable vers la population et les autres partenaires du service public. J'espère que les modules développés au cours de cette session de formation vous aideront à inverser cette tendance. Oui, les bonnes actions de la police méritent d'être communiquées dans les médias quand on sait que les journalistes ont un rôle d'utilité publique qui consiste à informer, sensibiliser et éduquer. Cet atelier, organisé en étroite collaboration avec l'association Cojinta et Civipol, s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Appui au renforcement de la police de proximité et à la dépollution pyrotechnique en Guinée. Restons toujours avec les forces de l'ordre pour dire que 419 policiers viennent de bénéficier d'une formation de traitement judiciaire et des techniques d'intervention de la délinquance primaire dans les quartiers. Une formation rendue possible grâce à l'implication de l'Union européenne en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette action permettra de restaurer la légitimité des services de policiers auprès de la population et rétablir ainsi le contrat social entre eux et les communautés. Reportage Moussa Sifa Kamara. C'est pour renforcer les capacités de la police de proximité afin de mieux intervenir dans les affaires judiciaires des communautés et la délinquance primaire dans les quartiers que cette formation a été organisée. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité initiée par le gouvernement. On attend une politique qui est réconciliée avec la population. Du côté des bénéficiaires, brigadier-chef Mamadou Doudou Keïta exprime les tâches à accomplir par sa corporation auprès des citoyens. Notre rôle, le rôle de la police de proximité, nous mettons ça en œuvre pour la population, pour la sécurité des personnes et leurs biens. Une police républicaine au service de la communauté, c'est l'objectif recherché par les autorités et les partenaires techniques et financiers. Ça va changer l'image de la police nationale, ça va renforcer la capacité opérationnelle des policiers et l'image de la police auprès de la population va changer et c'est ça l'objectif de l'État guinéen et de la coopération française. De 2013 à nos jours, plus de 700 policiers formés et équipés pour accomplir leur mission de police de proximité. Les endroits ciblés sont désormais Matoto, Dapompa et Somfonia. C'est une femme qui dirige désormais le port autonome de Conakry. Hawa Keïta, c'est son nom. Elle est la nouvelle directrice générale de cette institution portuaire. Elle remplace ainsi à ce poste Mamadou Ba Sankan. La directrice générale entrante a officiellement pris fonction cette semaine à Conakry. Ba Mamadou Alpha. 8 ans à la tête du port autonome de Conakry, Mamadou Ba Sankan et son adjoint Sori Kamara ont été remplacés le 14 juin dernier. À cette cérémonie de passation de services, le directeur général sortant a remercié tous ses collaborateurs qui lui ont permis d'obtenir des résultats élogieux, dit-il. Au cours de mon exercice, je crois avoir posé avec mon équipe des jalons aussi bien humains, techniques qu'infrastructurelles qui ont permis à notre port de rayonner, de voir concurrencer les autres ports de la sous-région. Le directeur général adjoint sortant, lui, a profité de cette occasion pour inviter l'ensemble des travailleurs du port d'accompagner la nouvelle équipe dirigeante de cette direction. Je vous invite à former une ceinture d'airain autour de ces deux dames qui méritent
pour que, ensemble, dans l'indispensable et nécessaire compréhension, vous puissiez lisser ce port pour rendre les ports les plus performants de la sous-région ouest-africaine. Le port de Conakry étant un outil vital pour l'économie nationale, la nouvelle équipe dirigeante s'est dit consciente des tâches qui l'attendent et elle promet de veiller sur la gestion des biens. Soyez rassurés que ma disponibilité et mon soutien à vos côtés ne seront jamais défaut pour être à la hauteur des espérances que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a placé en nous. Nous verrons spécialement à une meilleure gestion de l'entreprise, notamment au plan d'une organisation structurée, de l'amélioration de la gestion administrative, financière, technique, des infrastructures portières et du domaine portier, de la communication stratégique et du mécanisme de suivi et d'évaluation des performances. Saisissant cette opportunité, le bureau syndical du port autonome de Conakry a exposé les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés. Leur porte-voix, Franck Condé, sollicite la promotion des cadres à l'intérieur, du renforcement constant des capacités des cadres et agents, de la priorité accordée à l'embauche au sein de la famille du retraité ou immobilisé pour raison de santé, afin de pérenniser et mieux immuniser l'emploi comme cela se fait dans la plupart des ports. De la mise en valeur des parcelles octroyées au travers du port autonome de Conakry à Kouria, en vue de concrétiser cette ambition, un travailleur, un toit. Dernier élément de cette rétrospective de la semaine, la ministre de l'Environnement continue de mobiliser des fonds pour la campagne de reboisement 2016. La caravane mise en place à cet effet a été reçue cette semaine dans d'autres directions et départements ministériels. La moisson a été particulièrement bonne partout presque. Les personnalités ont déploré la destruction massive et anarchique de ce qui faisait de la Guinée la reluisante de l'Afrique de l'Ouest. Soirée Ouakar. Cette caravane vise à obtenir la somme de 20 milliards de francs guinéens afin d'atteindre les objectifs que s'est fixé le département de l'environnement pour cette année 2016. C'est-à-dire reboiser 2000 hectares à travers le pays et surtout au niveau des lits de cours d'eau. Certes, le défi est grand, mais avec l'approche participative et volontaire, l'espoir est permis. Les effets du changement climatique se font sentir aujourd'hui. Donc, pour lutter contre ce fléau, pour relever ce défi, il faut le reboisement. C'est pour cette raison que nous avons pris l'initiative de faire cette caravane pour demander à tous les Guinéens, chacun à ce qui le concerne, de contribuer volontairement pour le reboisement. Cette démarche du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts trouve son salut pratiquement à tous les niveaux. La problématique du reboisement est une problématique qui interpelle tout le monde. Aujourd'hui en Guinée, nous sommes conscients de la dégradation poussée de l'écosystème. Nous sommes conscients de l'ensablement, comme je le disais tout à l'heure à Madame le ministre, de l'ensablement de nos cours d'eau. Et lorsque nous voyons une démarche gouvernementale dans ce sens vers nos directions nationales des impôts, nous ne pouvons que nous y inscrire, car il s'agit de la vie de l'humanité. Nous ne pouvons pas faire autrement, sinon qu'appuyer le département de l'environnement, par ricochet le gouvernement guinéen, à être au rendez-vous des engagements déjà pris à la COP 21. Que ce soit au niveau de la Direction nationale des impôts, au ministère de l'administration du territoire ou encore au département des transports, les caravaniers ont bénéficié des gestes symboliques et surtout beaucoup d'encouragement. Et par la même occasion, la ministre de l'Environnement envisage la réhabilitation de la loi FRIA, c'est-à-dire à chaque célébration de mariage, le couple plante 2 arbres. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien.